Surendettement, le bilan 2023 de la consommation annuelle vient d'être présenté aujourd'hui. Bonsoir Karine Jupin. Bonsoir. Directrice régionale de la Banque de France. Alors d'abord, quelle est la tendance pour le surendettement dans la région des Hauts-de-France ? Alors pour l'année 2023, on a eu une progression des dossiers de surendettement de l'ordre de 9%. Donc vous savez qu'on est déjà une région particulièrement touchée par le surendettement. La commission de surendettement du Nord est d'ailleurs celle qui traite le plus de dossiers au niveau national. Et on a cette nouvelle progression de 9%. Qu'est-ce qu'on appelle un dossier de surendettement ? Donc en fait, une situation de surendettement, c'est lorsque un ménage ou une personne n'est plus en mesure de régler ses dettes. Donc quand on dit ses dettes, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois des échéances de crédit bancaire, mais c'est aussi, que ce soit crédit immobilier ou crédit personnel, mais aussi des dettes de charges courantes, notamment le loyer, mais aussi sur l'exercice 2022-2023, des dettes d'énergie qui ont progressé. Donc l'inflation n'a pas joué en la faveur des personnes surendettées, évidemment, mais quand les personnes arrivent chez vous, donc elles ont un dossier de surendettement qui est ouvert, quelle est la démarche ? De quelle manière vous les accompagnez ? Alors, la première chose, c'est qu'on a un échange avec ces personnes pour bien comprendre leur situation et prendre les meilleures décisions. Et quand je dis décision, en fait, en fonction de la situation financière, et est-ce qu'il y a une capacité qui peut être dégagée pour rembourser des dettes ou pas ? Soit il y a un rééchelonnement des dettes, soit il y a un effacement total ou partiel des dettes. Quel est le profil des personnes particuliers ou professionnels qui sont surendettées ? Alors sur le surendettement qu'on évoque là aujourd'hui, c'est uniquement des dettes personnelles et non professionnelles. Donc le profil, les femmes sont surreprésentées. Donc on a 54% des dossiers où le débiteur est une femme. Donc c'est un peu plus que la population nationale. Pourquoi peut-être un taux de chômage aussi plus élevé chez les femmes, un certain nombre, d'indicateurs socio-économiques. Mais évidemment, les personnes qui ont des revenus modestes sont plus concernées, puisqu'il y a plus de 60% des dossiers, c'est des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Et puis après, évidemment, il y a 90%, c'est des locataires ou des personnes hébergées à titre gratuit, très peu de propriétaires. Donc voilà le profil des dossiers, avec un endettement médian autour de 13 000 € pour vous donner une idée. Ce qui est moins que l'endettement médian national. Oui, un endettement inférieur. Est-ce que ça veut dire que l'endettement, puisque le national il est de 16 898 €, est-ce que ça veut dire que c'est aussi en fonction des revenus, évidemment ? Oui, voilà. Évidemment, on est particulièrement touché par le surendettement dans cette région parce qu'on a un certain nombre d'indicateurs, je vous disais, socio-économiques qui sont plus défavorables que dans d'autres régions. Parmi ces indicateurs, il y a le taux de chômage parce que même s'il baisse, on est 2 points au niveau du national. On a un taux de pauvreté plus important. On a un taux d'allocataires RSA plus important. Et puis aussi, c'est moins connu, mais quand on regarde le taux de précocité où on quitte l'enseignement, c'est plus élevé aussi, c'est plus tôt. C'est plus précoce en fait dans cette région. Mais c'est pour ça que ces chiffres qui sont sortis, c'est 15 ans et plus. D'accord. Donc dès 15 ans, vous avez des personnes qui peuvent déjà être surendettées ? Qui peuvent, en tout cas, qui peuvent être déjà surendettés parce que, par exemple, ils ont fait un apprentissage et ils ont souscrit, ils ont déjà ils peuvent avoir des charges de la vie courante. Oui. Elles sont où les bonnes nouvelles dans tout ce que vous venez de nous dire ? Parce que c'est quand même pas très reluisant, c'est pas très encourageant. Les bonnes nouvelles, elles sont
Enfin, j'en vois plusieurs. La première, c'est qu'on a un taux d'inflation qui est en repli, puisque le dernier chiffre qui a été annoncé, on est proche de 3% de taux d'inflation, alors qu'on a eu plus autour de 7-8%. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau de l'activité économique, là aussi, c'est plutôt au ralenti, mais on n'est pas en récession. Donc si on veut, on voit aussi que le taux d'investissement dans les entreprises est plutôt favorable. Donc sur le plan économique, on peut se raccrocher à ces bonnes nouvelles. Sur le surendettement, on anticipe à nouveau en 2024 une nouvelle hausse, parce que on voit bien que sur le taux de chômage, là, on anticipe plutôt une progression. Et le taux de chômage, c'est vraiment c'est lié à nos dépôts de dossiers de surendettement. Même si toutes les personnes surendettées ou déclarées comme telles ne sont pas toutes au chômage. Tout à fait. En effet, ça c'est important de le dire, vous avez raison, puisque une personne sur deux a une activité salariée. Alors, activité salariée avec des revenus plutôt modestes. Le montant global des dettes des Français ayant déclaré une situation de surendettement s'est élevé à 4,2 milliards d'euros en 2023. C'est un chiffre stable, ce qui veut dire tout de même qu'au niveau national, au moins face à l'inflation, les ménages les plus modestes ont réussi à limiter les incidents bancaires. Karine Jupin, directrice régionale de la Banque de France, est-ce que cette tendance est régionale aussi ? Elle est aussi régionale, en effet. Ce que je peux vous dire sur les créanciers, parce que en fait, les 2/3 des créanciers, c'est des grands groupes bancaires, parce que parfois on évoque les difficultés pour certains particuliers qui louent des appartements ou des petites entreprises qui, par exemple, réparent des voitures et qui peuvent avoir un de leurs clients ou un de leurs locataires qui dépose un dossier de surendettement. Là, ça représente 4% des dossiers, ces créanciers particuliers. La plupart, c'est ce que je vous disais, c'est les grands groupes bancaires, les 2/3, et puis aussi l'État, avec les dettes fiscales. Alors, parmi les réalités, tout de même, les dettes immobilières représentent grosso modo un quart des dettes, les dettes de charges courantes autour de 15%, de même que les autres dettes, et les dettes à la consommation, près de la moitié, le fameux crédit à la consommation, crédit renouvelable, etc. Est-ce que c'est un fléau ? Est-ce qu'on ne sait pas le gérer ? Est-ce qu'il y a un trou dans la raquette ? Que se passe-t-il ? Là, vous évoquiez tout à l'heure les bonnes nouvelles. Sur cette partie-là, on a une bonne nouvelle, c'est que les crédits renouvelables sont en baisse. Donc ça, c'est plutôt notable, parce que on voyait bien que dans les situations de surendettement, ça posait problème. Donc ces crédits-là, ils reculent on voit aussi que les dossiers de surendettement, si on regarde sur une plus longue tendance, depuis 2014, le nombre a été divisé par 2. Et une des raisons, c'est parce qu'il y a une meilleure régulation de ces crédits à la consommation. C'est aussi parce qu'au niveau de l'emploi, on était dans une meilleure situation, et aussi parce que la loi, elle a évolué et qu'on va davantage vers des situations pérennes, et notamment vers des effacements. Ce qui permet que la situation, elle est gérée, et que le ménage ne redépose pas un dossier quelques années plus tard. Puisqu'on parle de ces crédits renouvelables, j'ai lu tout et son contraire, vous allez me dire ce qu'il en est. Est-ce que je peux aujourd'hui, oui ou non, faire un crédit renouvelable en ligne sans justificatif ? Je pense que ça doit dépendre des certains organismes, des montants. C'est ça. Donc on peut faire des crédits sans justificatif sur certains organismes de crédit. Donc ça paraît logique aussi que s'il n'y a pas de limite physique à présenter un justificatif, eh bien les personnes sont invitées finalement à consommer et à s'endetter. Ce qu'on constate dans nos dossiers, c'est que ces crédits excessifs, c'est vraiment très très rare. Ça reste des cas très limités. En fait, les principales raisons des dossiers, c'est un accident de la vie, c'est-à-dire qu'on est déjà sur des situations fragiles, et que une séparation, un licenciement, une maladie fait qu'on bascule de l'autre côté et qu'on est en situation financière compliquée. Karine Jupin, qui paye les dettes quand la personne ne peut pas régler son loyer, régler son crédit à la consommation? Qui paye? Eh bien, la dette, elle est effacée, et c'est le créancier qui n'est pas remboursé.
Donc en fait, c'est l'établissement bancaire dans les 2/3 des cas qui n'aura pas sa créance de rembourser. C'est l'État qui ne sera pas remboursé. 17 117 dossiers traités l'année dernière dans la région Hauts-de-France. Est-ce que ça veut dire que ce sont 17 000 personnes qui sont désormais interdites bancaires ? C'est des personnes qui en effet sont fichées à la Banque de France, donc un fichier qui s'appelle fichier des incidents de crédit aux particuliers. Et en effet, pendant la durée des mesures, ils sont inscrits à ce fichier-là. La Banque de France, ça paraît assez étrange ou nouveau pour celles et ceux peut-être qui découvrent le concept, qui nous écoutent, mais vous êtes là aussi au service finalement des consommateurs, au service des personnes, au service du public, et il ne faut pas hésiter à venir frapper à la porte et venir vous rencontrer en cas de difficulté. Exactement. En effet, les femmes et les hommes de la Banque de France sont là c'est un service public, ils sont là pour renseigner les particuliers qui ont des difficultés financières. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que d'anticiper et de venir nous voir ou de consulter notre site internet, de nous appeler au 34 14. Parce que les situations sont analysées avec bienveillance, il n'y a pas de jugement par rapport aux situations. Où est-ce que vous êtes présent dans la région ? Donc on est présent dans tous les départements de la région, et donc à Lille, Valenciennes, Dunkerque, Lens, Boulogne, Arras pour le Nord-Pas-de-Calais, et puis à Laon, Amiens et Beauvais. Et on peut venir donc en présentiel, physiquement, frapper à la porte, déposer un dossier de surendettement, savoir si l'on est interdit bancaire ou non après un incident de paiement, demander un droit au compte également. Mais est-ce que ces démarches-là, on peut aussi les faire en ligne ? Exactement, donc la possibilité de le faire en ligne, soit aussi par prendre des renseignements par téléphone, venir à nos guichets. Donc en effet, possibilité de déposer un dossier en ligne, ça représente environ 10% des dossiers qui sont déposés en ligne. Donc c'est un service supplémentaire qui est offert aux usagers, mais évidemment on reste disponible sur l'ensemble, à la fois au guichet, à la fois au téléphone, pour répondre et informer les particuliers en situation difficile. Karine Jupin, directrice régionale de la Banque de France. J'ai envie d'aborder avec vous un autre sujet qui alimente déjà des fantasmes et qui interroge depuis plusieurs années. La Commission européenne envisage de créer un euro numérique. Alors ce serait donc fini, Bruxelles irait jusque dans nos poches pour nous priver de cash, fini les billets, les espèces ? Non, pas du tout. Cet euro numérique, il viendrait en complément des autres monnaies qui existent. Donc, à côté du billet et des pièces, on aurait la possibilité d'utiliser un euro numérique. Mais on a déjà les cartes de crédit. Alors, pourquoi ce sujet de l'euro numérique ? C'est qu'on voit bien qu'on a de plus en plus de paiements sur Internet, et que pour payer sur Internet, on ne peut pas le faire avec un billet de 10 euros. Et cet euro numérique, par rapport à une carte bancaire, il aurait les mêmes caractéristiques qu'un billet physique aujourd'hui. C'est-à-dire que, il serait gratuit. Contrairement à d'autres moyens de paiement, donc il serait gratuit, il serait confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la traçabilité du paiement comme vous avez aujourd'hui avec un billet papier. C'est vraiment de pouvoir garder les mêmes caractéristiques. Mais les plus fragiles d'entre nous de la société, est-ce qu'ils auraient accès de la même manière ? Ça peut paraître plus compliqué, il faut peut-être un apprentissage. Justement, cet euro numérique, il faciliterait aussi l'inclusion. Il pourrait avoir des organismes qui accompagnent aussi les personnes un peu moins à l'aise avec la digitalisation, avec le numérique. Mais il y a aussi ce sujet-là de renforcer l'inclusion financière. Alors un mot du tissu économique, c'est important. Le réseau de la Banque de France a interrogé 8
3500 entrepreneurs dans tout le pays, dont 700 dans la région des Hauts-de-France, pour dresser le bilan de 2023 et puis aussi et surtout tenter d'anticiper ou au moins avoir une idée de ce qui va se passer en 2024-2025. Qu'est-ce qu'ils disent vos chiffres justement sur, par exemple, la résistance ou non des entreprises à la crise ou aux multicrises? En fait, on a plutôt une bonne résistance des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que on voit qu'on n'est pas en récession. On a une prévision de croissance pour l'année 2024 qui est de l'ordre de 0,9%. Donc c'est pas à grande vitesse, mais on évite la récession, c'est quand même un élément important. On voit que l'inflation recule. Et quand on regarde dans les Hauts-de-France, par secteur, l'industrie se comporte plutôt bien. C'est dynamisé aussi par l'industrie automobile et les grands projets. C'est un petit peu plus difficile sur l'industrie qui est en lien avec la consommation des ménages, que ce soit l'agroalimentaire, mais aussi les vêtements, enfin c'est cette partie-là. Et il faut noter une bonne résistance du secteur du bâtiment dans notre région. On a plutôt plus de projets, une meilleure résistance que dans les autres régions. Donc ça va pas si mal, c'est ralenti, mais ça va pas si mal. Je profite de vous avoir dans le studio également pour vous poser une question que beaucoup se posent. Alors, est-ce que vous aurez la réponse ou non, je ne sais pas, mais savoir si les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont enfin baisser. Il y a quelques mois, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, affirmait que la BCE était proche ou très proche du point haut des taux d'intérêt. Où est-ce qu'on en est ? Actuellement, en effet, on est sur un palier et lors des réunions des gouverneurs à Francfort, ils regardent un certain nombre d'indicateurs, dont le taux d'inflation et puis ces prévisions d'inflation, ce qu'on appelle les anticipations d'inflation, et on voit qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui vont dans le bon sens et qui pourrait conduire à une baisse des taux. Alors c'est une baisse des taux qui sera aussi progressive, comme la hausse l'a été, une baisse des taux qui sera progressive et qu'on peut envisager sur l'année 2024. Donc ça va baisser en 2024. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise qui veulent investir et puis aussi pour l'immobilier, parce que je vous disais que le secteur de la construction se porte bien, mais au niveau de l'immobilier, c'est un secteur qui est fragilisé. Ça n'a rien à voir, il nous reste quelques secondes. Dans 2 jours, Journée internationale du droit des femmes. Vous êtes une femme en responsabilité qui a gravi les marches, alors selon vos mots, tout naturellement en saisissant les opportunités qui se présentaient. Est-ce que vous avez subi des discriminations, des difficultés en tant que femme, et quels conseils vous donneriez ? Non, j'ai jamais subi de discrimination. Enfin, j'ai le même parcours que les hommes à la Banque de France qui ont le même poste que moi. Donc après, je pense qu'en effet, comme vous reprenez mes mots, je m'en souviens pas. Mais en effet, c'est de saisir les opportunités, puis de travailler. Travailler et puis être prêt aussi, si j'en crois votre CV, à la mobilité, parce que vous n'avez pas arrêté de bouger. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Karine Jupin d'être passée dans ce studio. Merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice régionale de la Banque de France.